et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier update lecture de la chaîne. J'espère que vous ferez de belles découvertes avec. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les livres en question, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo dans la description puisque je mettrai les livres cités. N'hésitez pas non plus à regarder du côté du blog puisque peut-être que les chroniques seront sorties et que vous aurez un petit peu plus à vous mettre sous la dent. On va commencer avec le premier livre que je n'ai pas sous la main puisque c'est un emprunt à la médiathèque. Il s'agit du premier tome d'une pincée de magie de Michel Harrison aux éditions Seuil Jeunesse. C'est un roman de littérature jeunesse, ado et il se catalogue plutôt en fantastique. Petite parenthèse, vous allez peut-être voir passer à l'écran ce petit carnet qui est mon carnet de lecture. Et vous allez peut-être de temps en temps me voir regarder soit vers le bas, soit sur le côté. Paniquez pas, c'est toujours le carnet de lecture. En effet, les livres dont je vais vous parler dans ces premiers updates lecture sont des livres que j'ai lus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc concrètement, ils datent déjà de septembre dernier. J'ai besoin d'une petite piqûre de rappel, histoire d'avoir le résumé, d'avoir quelques petites choses à vous dire dessus, même si globalement je vais essayer de faire tout de mémoire, mais bon, moi la mémoire c'est pas trop mon truc, donc c'est bien que j'ai un guide pour m'aider. Histoire d'une pincée de magie, on est sur l'île de Crowstone où il y a la famille Wintershins avec 3 sœurs et leur grand-mère qui tiennent en fait une auberge. Et si cette petite vie semble convenir à tout le monde, il y a une exception, à savoir Betty, qui le soir d'Halloween va vouloir quitter l'île pour vivre une grande aventure, sa grande aventure. Cependant, rien ne se passe comme prévu et une fois de retour chez elle dans l'auberge de sa grand-mère, cette dernière va lui présenter toute l'histoire de sa famille et notamment de cette sombre malédiction qui touche les femmes de la famille, et elle va également profiter pour leur offrir à chacune un objet magique. De ce que je me souviens, et de ce que j'ai noté dans mon carnet, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle histoire de magie et de malédiction à briser. J'avais vraiment adoré la manière dont l'histoire se construit, la manière dont on remonte le temps, on travaille l'histoire de la malédiction, comment elle a apparu, pourquoi ça touche certains personnages et pas d'autres. Il y avait une bonne alchimie, un bon rythme, j'ai trouvé, par rapport à cette histoire. J'avais également beaucoup aimé tout ce qui touche les secrets de famille, qui était vraiment bien développé, les objets magiques, qui étaient très intéressants. J'avais donc beaucoup aimé cette histoire sur fond de secrets, de famille, et le tout accompagné d'objets magiques que je trouvais originaux et atypiques. Je trouvais que l'ambiance était parfaite pour Halloween et plus généralement l'automne. Je trouvais qu'il y avait cette ambiance très fantastique, limite un peu gothique, surnaturelle. On parle de marée, on parle de tour prison. Il y a une atmosphère qui est assez, je dirais pas poisseuse, mais qui est lourde, qui a son petit pesant. Et j'ai trouvé que c'était bien dosé, c'était pas non plus trop. C'était juste ce qu'il faut pour donner un bon récit parfait pour la période Halloween. J'ai aussi beaucoup aimé les 3 sœurs que j'ai trouvées très sympathiques, très attachantes. Alors peut-être Betty plus que les 2 autres au final, mais j'avais bien aimé l'alchimie entre les 3 sœurs. Vous aurez remarqué que je fais beaucoup d'éloges sur ce livre. La plume aussi en fait partie, c'est soigné, précis, efficace et fluide. Cela se lit tout seul, c'est très agréable et vraiment prenant. En gros, j'avais beaucoup aimé le premier tome et je n'ai pas pu emprunter le tome 2 et 3 pendant le Pumpkin Autumn Challenge, mais ça c'est sûr, je pense que pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge, je vais probablement emprunter la suite, voire même les 2 tomes d'un coup, comme ça j'aurais fait un bond dans la saga. On va passer à une toute autre ambiance avec ce livre-ci, Les Maîtres des Brisants, l'intégrale, signé Eric Lhomme et publié aux éditions Folio Junior. Ici, vous avez 3 tomes réunis en un seul, vous avez la saga complète, d'où le nom intégral, mais on est sur un récit de science-fiction. Pour contrer la flotte du Khan menaçant de prendre le contrôle du monde, on envoie le capitaine Vranken à la tête d'une armada.
À bord du Chien de la Lune et pour accompagner Vranken, en plus de tout l'équipage, il y a 3 stagiaires enrôlés pour les besoins de l'armée. Xavier, Morgane et Marc. Le début d'une aventure au cœur de l'espace. Quand je disais toute autre ambiance, c'est pas seulement pour le genre science-fiction par rapport au roman précédent fantastique, c'est aussi parce que si j'étais plutôt enthousiaste et positive sur le premier, là clairement je vais être beaucoup moins enthousiaste et positive, même si ça me crève vraiment le cœur de dire peu de bien de ce récit. Parce que oui, je suis une immense fan d'Eric Lum, j'adore son travail, j'ai surkiffé le livre des étoiles, j'ai adoré Terre Dragon, c'est ça, Terre Dragon. J'avais beaucoup aimé Nouvelle Sparte aussi. Je garde d'un bon souvenir de A comme association, même si je n'ai pas lu toute la saga dans son intégralité. Donc j'étais plutôt contente, surtout que j'avais lu les 2 premiers tomes à l'époque et que j'en gardais un bon souvenir. Donc je me suis dit, cool, l'intégrale, ça va me permettre, de relire les 2 premiers tomes et d'enchaîner avec le 3e. J'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû lire le 3e directement. Je sais pas, en fait j'avais peu de souvenirs, même si j'ai gardé un bon souvenir, j'avais quand même peu de souvenirs, donc je me suis dit c'était logique de le relire. Mais cette relecture m'a plongée dans un tel état en termes de colère que j'ai pas été dans un bon mood pour attaquer le 3e du coup. Et puis il y a un truc qui m'a fait lâcher en cours de route et j'ai lu tout le reste en diagonale. Et ça m'a fait dire qu'en fait les 2 premiers tomes marchent parfaitement ensemble. Et le 3e tome, il me manque presque les premiers tomes de ce 3e tome en fait. J'ai pas l'impression d'avoir le même univers, j'ai pas l'impression d'avoir la même plume, j'ai pas l'impression d'avoir la même atmosphère, la même ambiance. Le 3e tome est clairement le meilleur des 3, objectivement, mais les 2 premiers avaient complètement sapé mon enthousiasme pour me permettre d'être très sympathique sur l'ensemble. Comme toujours, le travail d'Eric Lum qui a une imagination débordante, qui a un sens de l'aventure et du trépidant qui est vraiment captivant, avec une plume qui est toujours aussi soignée, qui est poussée dans l'humour, dans le récit aventure. Vraiment Eric Lum pour tout ce qui est aventure, fantasy, science-fiction, c'est parfait. Ce que j'ai vraiment, et ce qui m'a vraiment foutu à mal, ce sont les personnages que j'ai trouvé être des clichés sur papates. Et c'est un désastre absolu parce que je trouve que les personnages, notamment les adolescents, sont surpétés de pouvoir de manière très rapide. J'ai eu du mal aussi avec le personnage de Vranken qu'on nous vend comme un grand stratège, un grand capitaine. Ça fait un peu un flop. Entre temps, moi en termes de science-fiction, j'ai lu Hyperion de Dan Simmons et j'ai joué à Mass Effect, où là j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de mâche en termes de personnages, mais surtout en termes de lien entre l'équipe, le commandant, entre l'équipe et les stagiaires, entre le stagiaire et le commandant. Et c'est une relation tripartite qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'interaction entre les personnages, ou trop peu en fait. Et puis surtout, je vous ai dit, il y avait des relations qui n'étaient pas chouettos par rapport entre la stagiaire et le commandant. Alors c'est platonique, mais ça suffit pour mettre mal à l'aise en fait. Ce qui me pousse aussi à dire que c'est peu développé. Il y a l'univers, on voit la Terre, on voit la planète du Cannes, et c'est à peu près tout ce qu'on va avoir, ce qui est dommage pour un univers qui est très space opéra, où on sent qu'il y avait du potentiel derrière, donc ça m'a un peu frustrée. Je suis restée sur ma faim de ce point de vue-là. Et le 3e tome, là où j'ai lâché l'affaire, c'est quand l'ennemi du tome 3 est apparu, à savoir les cubes flottants. Ouais, des cubes flottants dans l'espace. Et là je me suis dit, c'est pas fou. Et c'est parce que j'aurais aimé lire en fait de cette saga qui, dans le résumé, m'interpellait, qui dans l'énergie est vraiment entraînant, mais c'est
pas suffisant en fait. Ça n'a pas été suffisant pour me faire passer un bon moment et comme je vous l'ai dit, j'ai fini le 3e en diagonale. Sur une note beaucoup plus positive, j'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié aux éditions Lumen. Parce que je trouve que le résumé donne énormément d'informations, hein. Beaucoup de petites lignes. Je me suis dit que je vais pas penser au résumé sur la 4e de couverture et que je vais plutôt vous faire un résumé de ce que j'ai noté moi sur mon bujo lecture. Mikamoon vit en solitaire car les sorcières doivent être éloignées les unes des autres pour ne pas attirer l'attention. Mika use donc de ses capacités pour tenir sa chaîne YouTube, qui est une chaîne associée à la sorcellerie, jusqu'au jour où un contrat la transporte dans un manoir isolé auprès de 3 petites apprenties sorcières dont elle doit parfaire l'éducation magique. J'ai trouvé ce roman très intéressant. Il a été écrit durant le confinement ou les différentes périodes de confinement, ce qui se voit à cette ambiance très cosy, très apaisante, très douillet, très réconfortant. On est beaucoup plus sur un récit d'introspection, de contemplation, plus qu'un récit d'action et de péripéties rocambolesques. Donc ça, il faut le savoir avant de l'ouvrir. En plus de ça, il s'agit du premier roman de l'autrice. Et enfin, pour couronner le tout, je pense pas qu'on soit sur un roman jeunesse ou ado, mais plutôt sur du young adulte. Notamment de la romance qui contient quelques scènes un peu spicy. J'ai trouvé ce roman très agréable à lire, très sympathique. Vraiment, je vous l'ai dit, apaisant, douillet, réconfortant, très introspectif, avec beaucoup de thématiques abordées. Et donc c'est peut-être le point noir, c'est si vous cherchez de la matière et de la mâche, vous êtes un petit peu déçu parce que les thématiques sont certes très intéressantes, mais pas toujours abordées de manière très poussée. Moi perso, c'est tout ce que je demandais, que les personnages puissent être ce qu'ils sont, interagir les uns avec les autres, papoter dans un côté très naturel, le plus simplement possible, sans en faire des caisses, sans qu'on nous martèle de morale toutes les 2 pages. Donc moi, ça me va parfaitement. J'ai trouvé ça élégant, poétique. J'ai bien aimé la relation entre Mika et Jamie, le bibliothécaire. On est certes sur de la romance, mais qui s'équilibre aussi avec la mission de Mika qui est d'éduquer, un peu une Mary Poppins pour la sorcellerie. Donc j'ai trouvé que les 2 intrigues s'emboîtaient bien et permettaient aussi de travailler l'univers un peu magique, tout ce qui est autour du thé, des plantes, des étoiles, de l'astronomie, la divination. Donc il y a plein de petites choses. C'est un patchwork de petits éléments mis ça et là qui certes vont pas être poussés, surdéveloppés, mais est-ce que j'avais besoin que ça soit trop développé au point peut-être de me perdre? Vous voyez, c'est un juste équilibre à avoir. Peut-être que certains préféreront quelque chose de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus mature, de beaucoup plus velu. Là où moi, ce que je lui ai demandé, c'était juste d'être cosy, douillet, réconfortant, simple et agréable. Donc ça remplit parfaitement le contrat en ce qui me concerne. On pourra lui reprocher d'être convenu, d'être simple et sans fioriture, de ne pas chercher à aller trop loin ou en faire des caisses. Perso, j'y vois là une chouette romance un peu Isabelle Bennett Darcy, quelque part, vraiment dans l'esprit, hein. On n'est pas sur un plagiat ou une copie ou un hommage. Moi j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les personnages. Voilà, c'était très agréable à lire, très sympathique et nul doute que si l'autrice écrit un autre roman, je serais ravie de pouvoir m'y plonger. Autre roman que j'ai lu, et là je vais devoir m'armer aussi de mon calepin puisque c'était un emprunt à la médiathèque. Il s'agit de L'étrange malaventure de Mirella, publié aux éditions L'École des loisirs et écrit par Flore Vesco. Le roman est une réécriture du joueur de flûte de Hamelin. L'histoire et la vérité nous est contée à travers le récit de la jeune Mirella, 15 ans, et il semblerait que la vraie histoire soit pire que le conte. Flore Vesco, c'est une autrice que j'avais découvert lorsque j'avais été à la rencontre Didier Jeunesse qui s'était passée à Nantes
de cela bien des années maintenant. Mais j'avais adoré l'énergie et la rencontre avec l'autrice. Je me suis donc empressée de lire De Cap et de Mots, qui était d'ailleurs son tout premier roman et le seul à l'époque qui était sorti. J'ai lu également son roman sur Gustave Eiffel et là, je me suis décidée à lire celui-ci. Et je m'étais décidée parce que tout simplement j'adore les contes et j'aime énormément les réécritures de contes. Et une réécriture de genre de Flûte de Hamelin, ça ne se refuse pas. C'est pas un conte qui est... J'allais dire c'est pas un conte qui est connu. Si, il est connu, mais pas au point d'avoir des tonnes et des tonnes de réécritures, comme ça peut être le cas par exemple de Blanche-Neige ou de Cendrillon. Donc j'étais plutôt contente de mettre mon nez dedans. Et le résultat est un peu en demi-teinte. Je salue vraiment le génie créatif et littéraire de Flore Vesco. Je suis moins convaincue sur la forme, sur mon ressenti vis-à-vis de cette lecture, mais c'est vrai que l'expérience vaut le détour et que le travail abattu par l'autrice pour donner cette matière, ce corps à ce conte est vraiment à saluer. En gros, en lisant mon journal de lecture, mon Bugeaud lecture, je me rends compte que le mot qui pèse autour de cette lecture, c'est confus. Très nébuleux, ça prend énormément de temps à démarrer, beaucoup trop en ce qui me concerne. J'ai trouvé le tout... J'arrivais du mal, en fait, il y avait beaucoup d'éléments, il y avait beaucoup de personnages, il y avait beaucoup de thématiques, de choses qui tournent autour de Myrla, autour du bourg, mais j'avais du mal à relier ces éléments et à me projeter dans ce que voulait faire l'autrice, et j'avais surtout du mal à les rattacher au genre de Flûte de Hamelin. Ça a commencé à se décanter avec l'arrivée des rats, ça a commencé à se décanter quand la légende du genre de Flûte de Hamelin commence à transpirer au point de ne plus être un sous-texte, de plus être une espèce de chape de plomb ou d'aura ou d'ambiance, mais être quelque chose de beaucoup plus tangible. Seulement c'est arrivé très tard en ce qui me concerne, j'avais perdu de l'attention et ce mélange qui certes relève du génie en termes d'écriture dans une plume qui est à la fois soignée, contemporaine, avec des mots plus ou moins médiévaux, plus ou moins inventés par l'autrice pour sonner époque médiévale. Certes, comme je viens de le dire, c'est du génie à lire, c'est incroyable et c'est vraiment fascinant dans la création, mais j'ai mis beaucoup de temps moi à retrouver les mots qui étaient derrière. Bref, il y a une gymnastique au niveau du cerveau que j'ai pas fait, qui s'est mal faite en ce qui me concerne. Ça a rendu le tout extrêmement confus, extrêmement compliqué. J'ai mis du temps à rentrer dans le récit. Autant j'ai adoré le personnage de Myrla, autant je peux pas en dire de même des autres personnages que j'ai trouvés très lourdingues par moments. J'ai pas aimé non plus cette atmosphère que j'ai trouvée extrêmement poisseuse, extrêmement pesante, qui était très glauque et malsaine par instant. Alors c'est pour dénoncer évidemment ces comportements très dérangeants, mais j'avais besoin d'autre chose et je n'imaginais pas cette direction. Je vais pas m'appesantir sur le roman parce que j'en ai d'autres que j'aimerais découvrir de l'autrice, et comme je vous l'ai dit, j'ai surkiffé De Cap et de Mots qui me tarde de relire. On va dire que c'est une lecture en demi-teinte. Je salue le travail de l'autrice, mais ça n'a pas fonctionné des masses avec moi. Dernier livre pour ce premier update lecture, je vais vous parler d'un coup de cœur. Déjà c'est mon tome préféré de cette saga, mais c'est un de mes coups de cœur pour l'année 2023. Peut-être que vous avez déjà deviné de quelle saga je vais parler, puisque je pense qu'avec Anne et avec Enola Holmes, on est sur la petite trinité dont je vous rebats les oreilles en long, en large et en travers. Il s'agit du deuxième tome des Mémoires de la forêt, Les carnets de Cornelius Renard, écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, aux éditions L'École des loisirs. Là aussi, je vais vous faire le résumé à partir de mon Bugeaud lecture.
Alors que les festivités d'automne débutent, Archibald Renard reçoit une déplaisante visite en la personne de Célestin Loup. Ce dernier affirme, preuve à l'appui, que la librairie lui appartient. Expulsé des lieux, Archibald va alors remonter le temps, partant en quête des carnets de son grand-père, déterminé à faire la lumière sur toute cette histoire. Le roman respire à fond l'automne, le final était ultra émouvant. C'est un livre qui est doux, amer, lumineux et triste, qui est drôle, poétique, qui est bien écrit. La plume, elle est vraiment merveilleuse, soignée, parfaite pour noter plein de petites choses en termes d'émotion, en termes d'ambiance, en termes de réconfort douillet, mais en même temps des petites choses un peu plus piquantes, un peu plus amères. En plus, l'intrigue a des allures un peu de cosy mystery, hein. Clairement, les carnets de Cornelius Renard sont éparpillés à travers toute la confrérie des plumes, qui est une idée absolument géniale. Et des idées comme ça de jeux de mots, de petites trouvailles, de petites pépites, il y en a des centaines à travers ce roman. Donc j'applaudis l'imaginaire foisonnant de l'auteur. Et comme je vous le disais, l'intrigue est vachement bien rythmée, puisque on a à la fois le récit d'Archibald qui part à l'aventure pour essayer de retrouver les carnets de son grand-père, et on a des pages qu'on voit à travers la tranche qui sont des pages de type carnet où on a l'histoire de Cornelius et de ses amis. Je n'en dirai pas plus puisque c'est l'intrigue même du récit de découvrir la vérité concernant cette fameuse librairie. En tout cas, c'était un tome absolument magistral, je vous l'ai dit, c'est mon préféré de la saga. Il a tout ce qu'il faut en matière d'émotion, en matière de rythme, en matière d'écriture, en matière d'illustration. Le travail de Sanoé est absolument magnifique, que ce soit pour les pages de carnet ou que ce soit pour les illustrations qui transpirent l'automne à plein nez. Bref, c'est un régal de se plonger dans ce tome, j'ai passé un excellent moment avec. Ce premier update lecture est désormais terminé, j'espère que vous avez fait de belles découvertes avec ces 5 romans. Je tâcherai de faire des updates lecture spéciales fiction, des updates lecture spéciales graphiques et même spéciales non-fiction. Je vais voir un peu si ça prend, si ça marche. Sinon, je viendrai à mélanger un petit peu tout ça, histoire de faire tous les 5 livres un update lecture, peu importe que ce soit fiction, non-fiction ou graphique. Si jamais vous voulez en savoir plus, je répète ce que j'ai mis en intro, mais tout est dans la description ou tout sera sur le blog. N'hésitez pas à vous emparer de l'espace commentaire, histoire de donner un petit peu vos retours sur toutes ces lectures présentées. Tambouille spécial YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si le cœur vous en dit, à regarder les différents liens dans la description en termes de réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux livresques ou bien les sites sur lesquels je publie tout mon travail d'auteur-illustrateur, bref. Tout est là, vous n'avez qu'à faire votre propre clafoutis. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de bonnes lectures et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!